Et bonjour et bienvenue dans ce 83e épisode du Dreamcast Show. On se retrouve aujourd'hui pour parler des deuxièmes de la conférence Ouest, les Houston Rockets. Alors si, comme moi, vous êtes tout aussi surpris du classement et des performances de cette équipe, on va pouvoir un petit peu demander tous ensemble à Baptiste, mais comment cette équipe performe aussi bien? Est-ce que c'est dû à leur défense? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est dû à leur attaque? Donc on va embarquer avec moi dans la fusée direction Houston pour comprendre un petit peu comment cette équipe fonctionne aussi bien. Baptiste va nous expliquer à travers la tactique et les stats pourquoi ils ont réussi à être deuxième de conférence sur ce début de saison. Et du coup, nous, on vous souhaite un bon épisode, en particulier aux habitants du Var, le 83, le Var qui d'ailleurs est aussi un fleuve qui ne traverse pas le département du Var. Voilà pour la petite anecdote, et moi je vous laisse tout de suite et on se retrouve dans quelques secondes avec Baptiste pour parler des Houston Rockets. Bonjour, rebonjour à tous pour ceux qui ont réussi à aller jusqu'au bout de l'intro, et bonjour à Baptiste, comment vas-tu? Bonjour Azad, écoute, je vais très bien. Je suis très content déjà de finir cette trilogie d'épisodes focus sur des équipes qui est très cool à faire. Et en plus, comment ne pas aller bien avec cette belle intro où en plus j'apprends en m'amusant. Donc franchement ça va très bien, même si un peu de mal à dormir en attendant le retour de la Slot Army demain à Anfield. Mais c'est un autre sujet. Et toi, comment ça va? Écoute, Manchester United a changé de coach, donc sur le côté football, disons que c'est un petit peu la routine, hein. On sous-performe toujours autant, du coup là on a de nouveau de l'espoir parce qu'il y a un nouveau coach, donc on verra, on va sûrement encore être déçu à la fin de saison, mais pour l'instant on y croit. Et puis pour ce qui est de la formation, écoute, ça se passe toujours aussi bien, on est arrivé à la moitié, il me reste encore un mois à être à Paris, et puis après je pourrais rentrer dans ma cabane, dans ma montagne. Donc voilà, tout va pour le mieux. Et aujourd'hui, on est un peu là pour parler d'une équipe qui aussi fonctionne très bien, les Houston Rockets. Et avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu nous expliques peut-être comment t'es devenu l'expert des Rockets un petit peu sur la sphère nationale française et qu'est-ce qui te fait autant kiffer chez cette équipe? Bah, c'est vrai que déjà, je suis devenu l'expert national du Texas, hein, parce que quand même, les Spurs, C'est vrai. des millions de vues. On me vous voit, on m'arrête dans la rue désormais, donc merci. Non, blague à part, c'est vrai que c'est très cool. Déjà, merci parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux sur la chaîne Azad. Et on l'a dit, on a fait un tweet, mais on peut le dire Oui, c'est vrai, aussi c'est vrai, c'est vrai. en podcast. Pour ceux qui suivent pas forcément la chaîne YouTube, qui font que les podcasts, voilà, tout va pour le mieux sur la partie vidéo. Il y a de plus en plus de gens qui suivent la chaîne, on est très contents et on a surtout plein de retours super gentils de gens qui découvrent un peu la tactique au fur et à mesure des vidéos. Donc, bienvenue à Ouais. tous et puis merci. Et oui, et du coup pour les nouveaux, faut savoir qu'avec Azad, chacun évidemment comme tout le monde a ses petites équipes qui regardent plus que les autres. Donc Azad il aime bien, t'aimes bien quoi? T'aimes bien Atlanta? T'aimes bien les Cavs? T'aimes bien Orlando, même Orlando? si cette année T'aimes j'ai bien moins Orlando? regardé, mais C'est oui, vrai. je suis plutôt un mec de l'Est, moi. Au final, j'aime bien la conférence un peu Old mauvaise. school. Ouais, old school. Ouais. Disons old school. Et moi j'aime bien Houston. J'aime bien qui est-ce que j'aime bien? Je sais pas. Memphis j'aime beaucoup. Memphis on aime beaucoup tous les deux de toute façon. Ok, ici, t'aimes bien aussi. Ah ouais, ok, ici. En même temps, ok, ici, ils prennent tous mes joueurs préférés tous les ans. Donc bon, au bout d'un moment, un peu obligé d'aimer. Et du coup, j'aime beaucoup Houston. Et Houston, pourquoi? Parce qu'en fait, en vrai, c'est une histoire intéressante. Mais faut savoir que du coup, moi, je suis fan des Knicks. Et les Knicks, ils ont longtemps, pendant très longtemps, été très très nuls. Et du coup, il C'est fallait vrai. bien une équipe à laquelle un peu s'attacher, on va dire, sans être forcément fan. Et je trouve que les Rockets de Harden, à ce moment-là, ils arrivent avec une philosophie tellement nouvelle, beaucoup basée sur les stats, beaucoup critiquée aussi, que ben, moi je m'étais un peu attaché à cette équipe, mine de rien. C'était, on va dire, la première équipe euh, pour laquelle je ne ratais pas beaucoup de matchs. Et puis après, du coup, il y a toujours eu un attachement.
Après, ça a été la catastrophe avec John Wall. Enfin, d'abord avec Russell Westbrook, ça n'a pas marché, puis ça a été le drame. Puis après, les reconstructions, c'est toujours cool à suivre. Ils ont drafté Jalen Green. Bon, j'étais pas forcément fan, mais on pourra en reparler. Puis après, les drafts s'enchaînent, Jabari Smith. Puis après, ils ont commencé à drafter que des joueurs que j'aime bien. Amen Thompson, puis Rich Shepard. Et puis c'est cool de voir une équipe grandir aussi, tout simplement. Donc voilà un peu le pourquoi du comment je suis Houston. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur l'inspecteur. Oui, oui, non, c'est assez clair, c'est assez clair. Et en plus, là, on est un peu dans un nouveau cycle, du coup, du côté de Houston, qui a commencé l'année dernière. Et au final, l'année dernière, ça s'est quand même un peu mieux passé que prévu, avec 41 victoires pour 41 défaites, mais surtout un net rating de plus 2, qui en fait, ils étaient plutôt sur un rythme de 46 victoires que les 41 qu'ils ont vraiment eu. Donc en fait, l'année dernière, j'ai l'impression qu'il y avait déjà un peu une équipe compétitive, mais si je me rappelle bien, c'était un peu une équipe compétitive qui a été séparée en deux. Il y a eu un avant et après la blessure de Şengün. Donc quand toi, tu arrives pour analyser un peu les Rockets cette saison, qu'est-ce que déjà tu avais tiré comme bilan un petit peu de leur saison l'année dernière et qu'est-ce que tu as regardé un peu en priorité sur ces premiers matchs de la saison régulière de Houston? Euh, En vrai, c'est intéressant parce que alors, si les gens veulent creuser, j'avais fait le bilan de Houston sur le Basket Lab. Mais ce qui est intéressant l'année dernière, déjà, je pense, de noter, c'est que malgré tout ce qui a changé, alors on s'y attendait, Ime Udoka, mais c'est la progression défensive d'à peu près tout l'effectif, avec Jalen Green qui était passé d'un des pires défenseurs extérieurs, je pense, à un bon défenseur, ou à un défenseur, on va dire, average. Şengün qui avait aussi énormément progressé. Jabari Smith qui avait eu des séquences un peu à la Mobley, ou on va dire on-ball à la Mobley, où parfois il est mis sur le point d'attaque, et c'est quelque chose que tu retrouves un peu. Mais tu avais une attaque qui était super, on va dire, poussive, mais quelque part, c'est pas grave parce que l'année dernière, ce qui comptait, c'était avant tout mettre une identité en place de jeu et qui passait par la défense, même si offensivement on avait des, euh, des, euh, des déceptions un peu, des réserves. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la fin de saison, juste avant que Şengün se blesse, il y a quelques matchs, notamment à Sacramento, à Phoenix, où Şengün, ou aussi contre les Spurs, où Şengün, on va dire, a plus de systèmes un peu différents. C'est-à-dire que l'année dernière, Şengün, c'était le joueur avec Vucevic le plus utilisé sur les situations de rollman en tant que pick and roll. Donc ça peut être du Mhm. pick and roll ou du pick and pop beaucoup avec Vucevic. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu frustrant parce que c'est pas du tout son profil et c'est pas du tout, on va dire, le registre de jeu là où il est le meilleur. Donc c'était un peu ok, il a le short roll et c'est une machine sur short roll. Mais une fois que les défenses étaient adaptées, c'était un peu retombé. Et on était rentré du coup à ce moment-là dans un truc un peu différent où on avait eu beaucoup plus de Şengün en hub et ça a duré 4-5 matchs et il se blesse. Et après, Jalen Green qui prend feu, qui met tous ses shoots. Le calendrier où il joue 2 fois Utah, il joue les Wizards, les Bulls. Du coup, les Rockets commencent à gagner des matchs, Ouais. à se mêler un peu à la course au play-in. Mais c'était beaucoup de jeux au calendrier, je pense. Et du coup, ce que je regarde un peu en début de saison, et c'est aussi sur la fin de saison, Amen Thompson qui joue, on va dire, poste 5, entre guillemets, qui prend la place de Şengün dans le 5. Et ce que je regarde sur le début de saison, c'est vraiment en fait, est-ce qu'on va continuer à avoir ces schémas offensifs avec Şengün plus balle en main. Et c'est vrai que sur le tout début de saison, c'est un peu la douche froide parce que tu retombes dans une attaque très stéréotypée avec Şengün qui est utilisé presque exclusivement en tant que poseur d'écran et en rollman, beaucoup d'isolation de Jalen Green, qui est pas forcément excellent, même si sur les premiers matchs il est en réussite au tir, beaucoup encore une fois de pick and roll de Van Vliet qui est assez limité, et de ce côté-là très décevant, mais défensivement déjà tu vois très vite que c'est assez dingue quoi. Parce que là, en fait, c'est la deuxième meilleure défense de NBA. Et l'année dernière, ils étaient déjà septième meilleure défense. Qu'est-ce qui fait un petit peu que il y a un peu un step-up défensivement? Parce qu'au final, quand on regarde un petit peu les statistiques en termes de four factors, par exemple, on voit que là où ils font surtout leur beurre, c'est à faire réduire l'efficacité du coup, enfin réduire l'efficacité offensive au tir, la réussite au tir des équipes adverses, et générer des pertes de balles tout en étant très bon à protéger le rebond.
Donc tu as un peu le sentiment que déjà premièrement ils gagnent vraiment la bataille des possessions, que ce soit en attaque ou en défense, parce qu'ils perdent très peu de ballons, ils génèrent beaucoup de turnover et à l'inverse ils sont plutôt bons au rebond des deux côtés du terrain. Mais c'est quoi un petit peu du coup cette approche défensive qu'a Ime Udoka pour réduire à ce point-là l'efficacité au tir des adversaires? Mm. C'est intéressant parce que ce qui est assez dingue, c'est que quand on regarde un peu les efficacités par zone, les Rockets, ils sont très très forts dans presque toutes les zones du terrain. Alors il y a peut-être un côté sur-réussite, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, ils me font un peu penser défensivement, alors dans un style un peu différent, mais aux Pels de l'an dernier, que tu connais très bien, Mm. mais dans le sens où on pourrait se dire que la réussite à 3 points l'année dernière, c'était, je crois, voilà, ils étaient premiers l'an dernier sur la réussite autorisée à 3 points. Et donc on pourrait se dire qu'il y a un côté chance, mais en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que déjà l'année dernière, on voyait que en fait, les joueurs qu'ils ont, c'est-à-dire, bon, Harrison, il était blessé, mais Amen Thompson, même Dion Brooks, Jabari Smith, etc. Et la nouveauté, c'est aussi Alperen Sengun cette année. C'est des joueurs qui ont énormément de volume de course, en fait. Et qui ont un espèce de capacité à faire les close-out qui est assez dingue, en fait. Et du coup, déjà, sur le 3 points, eh ben, ils arrivaient l'année dernière Ouais. à manœuvrer un peu là-dessus. Alors peut-être qu'il y avait un peu de surréussite pour être premier, Mhm. mais je pense que c'est pas un hasard non plus. Et cette année, ce que je trouve assez dingue, c'est que du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que Houston, à part Sengun quasiment, on fait du switch all. C'est-à-dire qu'on change sur littéralement tous les écrans. Et ce qui a un peu changé par rapport à l'année dernière, je dirais qu'il y a trois choses peut-être. La première, c'est qu'on est plus agressif sur les lignes de drive. C'est-à-dire il y a beaucoup plus de stunts que l'an passé, alors que l'année dernière, ils étaient déjà agressifs. Mais soit des stunts, soit des aides où on vient défendre à 2 à 3 le panier. La deuxième chose, c'est que Alperen Sengun, la saison défensive d'Alperen Sengun, c'est un truc de fou. Enfin, c'est un truc de fou, la progression. Il joue pas, je dis pas qu'il joue à un niveau Deepoy, mais il y a énormément de possessions où, même sur le pick and roll, j'ai beaucoup de possessions en tête où, en fait, il défend tellement mieux que l'an dernier. Sur sa mobilité latérale, il est bien meilleur. Enfin, il est encore meilleur, je trouve, que l'an passé. Il est vraiment très mobile. Dans le placement, il y a beaucoup de fois où bah, il arrive à faire la rotation en avance, là où d'habitude il est assez en retard, et ça finit du coup en contre, et il a un volume off ball en fait qui est bien plus important que l'an dernier. Et même il y a des possessions sur pick and roll où c'est assez intéressant la capacité qu'il a quand même à être, on va dire, dans un espèce de soit du edge, c'est-à-dire soit je monte sur le pick and roll selon les porteurs de balles, évidemment, soit même sur du drop, il est assez en fait agressif sur le drop et il va pas hésiter à créer du contact parce qu'il a cette mobilité, il peut encaisser le contact, il est très fort sans exploser en contact, sans exploser au contact, pardon. Il peut continuer à bouger ses pieds, à se déplacer latéralement en encaissant le contact. Et ça, là-dessus, je le trouve assez impressionnant. Et la troisième chose, c'est que on a Tari Eason et Amen Thompson qui sont des playmakers défensifs d'élite. Et tu t'en as parlé un peu sur le côté création de transition et comment dire, jeu des possessions. Mais, euh, mais c'est vrai que les deux, c'est peut-être un peu nouveau, entre guillemets, mais alors faut pas utiliser le mot révolutionnaire pour tout et n'importe quoi. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'Amen Thompson, il est déployé, genre vraiment dans le rôle, tu vois, ce qu'on dit le safety, le libéro, le roamer. Souvent, c'est depuis la ligne de fond. Mm. Et Amen Thompson, il est déployé off-ball depuis n'importe où sur le terrain. Et en fait, il a une telle liberté défensivement que ça lui permet, alors parfois il se fait avoir sur le backdoor, etc. Mais ça lui permet en fait de toujours créer un surnombre sur le ballon, presque. Et depuis le nail, il est incroyable pour pour créer de la transition. Et en second rideau aussi, en protection de panier, bah, il peut aussi aider Alperen Sengun. Et quand tu as les deux sur le terrain, en plus, ce qui est ouf, c'est qu'on l'a vu sur pas mal de matchs, face aux Knicks notamment, c'est que tu peux cross-matcher en fait. Tu peux avoir Amen Thompson qui défend le pivot adverse. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui font que les Rockets sont meilleurs que l'an dernier défensivement alors qu'ils étaient déjà très forts. Bah, ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse activité défensive, même, tu vois, proche du cercle. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à devenir une équipe qui défend vraiment très très bien le panier,
alors qu'ils n'ont pas un petit peu le protecteur de cercle traditionnel que tu attends. Mais au final, quand tu regardes un peu dans les chiffres, il y a très peu de joueurs qui, comme Sengun, défendent plus de 8 tentatives par match au tir. Il y en a très peu. Il y a Holmgren, Mobley, Sengun, Potel, Alexandre Sarr, Nick Richard, Vucevic et Jokic. C'est les seuls qui en défendent plus de 8 par match au cercle. Et parmi tous ces joueurs-là, celui qui détériore en tout cas le plus la réussite au cercle, c'est Holmgren. Derrière lui, c'est Mobley. Et derrière eux, c'est Sengun avec moins 8% infligé en réussite au cercle. Donc, même si c'est un petit échantillon, c'est quand même très, très encourageant, surtout quand on sait d'un peu d'où il part. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'il est plutôt bien utilisé dans ce rôle-là. Et en fait, quand tu regardes les stats de protection de cercle de tous les joueurs de Houston, déjà, t'en as pas mal qui ont du volume. T'en as, je sais pas, je vais dire 5 ou 6 même plus, qui ont plus de 3 tirs défendus au cercle par match. Donc t'as Jock Landale, Thompson, Hazen, Smith Jr., Van Vliet, Green, Brooks et Sengun. Et ils infligent tous entre moins 2% de réussite au cercle et jusqu'à moins 19 de réussite au cercle pour Landale. Donc t'as vraiment un groupe de mecs qui sont très actifs défensivement et je trouve que tu le retrouves au-delà de... Parfois l'activité défensive peut être dure à percevoir sur un terrain parce que du coup tu te rends pas vraiment compte. Les statistiques confirment énormément ça et du coup c'est peut-être moins étonnant que ça que bah en fait qu'ils soient la deuxième meilleure équipe défensive de la ligue alors que sur le principe tu te dis mais comment est-ce possible alors que dans ton 5 majeur t'as Van Vliet et Jalen Green et Sengun, tu te dis c'est théoriquement pas une équipe qui devrait être la Ouais. meilleure défense et pourtant ils ont réussi à donner les outils à tous ces joueurs-là et du coup à les mettre dans les meilleures dispositions. Donc c'est vrai que Udoka était déjà un petit peu un spécialiste défensif aux Celtics. Tu pouvais te demander si c'était la faute à coup de chance et juste à l'effectif qu'il avait ou est-ce que c'est juste vraiment quelqu'un qui est très doué pour faire des armadas défensives. Et bah là, les chiffres laissent à penser que quand même c'est plutôt lui en réalité le vrai difference maker de la défense parce qu'en vrai, tout ce que tu as cité comme un petit peu comme explication pour leur bonne défense, ça reste très tactique et c'est pas lié à un joueur qui surperforme, même si Amen Thompson est vraiment genre un ovni défensif, c'est pas lui tout seul qui fait tenir cette défense. Non, non, je dirais plus que c'est lui qui la sublime avec Ouais. Eason plutôt que c'est lui qui la maintient. Et mais c'est sûr que Mm. les deux, ils changent un peu si tu regardes le profil statistique de cette équipe. Ce qui a un peu changé, c'est la réussite qui est laissée, on va dire, au panier et la réussite au panier qui a beaucoup évolué et dans les short mi-distance aussi. Mais aussi, ce qui saute un peu aux yeux, comme dit, c'est que l'année dernière, les Rockets, ils provoquaient 13,9% de perte de balles et cette année, ils en provoquent 15,9%. Donc au final, augmenter de 2% sur un échantillon de 14%, c'est une sacrée évolution. Et alors, à l'échelle de la NBA, c'est pas forcément flagrant parce que tu passes que de 11 à 7e parce que tout le monde provoque plus de pertes de balles que l'an dernier. Le Thunder, ils sont quasiment à 20% de pertes de balles, je crois. C'est n'importe quoi, ça veut dire une possession sur 5 face à OKC, tu perds le ballon. Mais bon, bref, si ça vous intéresse, il y a une vidéo. Mais du coup, ces Rockets, en fait, ouais, il y a vraiment ce côté où Amen Thompson et Tari Eason, ils font partie, et c'est ça qui est dingue, c'est que les Rockets, ils ont 3 joueurs qui sont à plus de 1,5 de steal percentage et 1,5 de block percentage. Donc en fait, tu as 3 joueurs qui sont des playmakers défensifs qui te créent de la transition et qui te créent des paniers faciles sur une équipe qui est ultra athlétique, donc qui a une capacité aussi à jouer très vite en transition, à convertir, on va dire, les pertes de balles en transition. Euh, Pas comme des équipes lentes comme parfois les Knicks, c'est en gros si Joe Hart n'a pas la balle, ça a un peu du mal à aller jusqu'au bout de la transition et on a beau créer une perte de balle, bon au final ça se transforme en attaque placée derrière. Alors que les Rockets, avec Amen Thompson, avec Jalen Green, même s'il est beaucoup moins responsabilisé, mais même avec un Sengun qui est capable d'être un peu le ball handler sur transition, avec Tari Eason, etc., et bien en fait, tu crées beaucoup de pertes de balles, et en plus, tu as une capacité à les convertir en action facile. Et ça, c'est assez dingue, et je trouve que, ouais, tactiquement, il y a peut-être un truc à faire sur le côté...
un truc à creuser peut-être sur vraiment l'utilisation d'Amen Thompson et Tari Eason qui sont finalement utilisés comme presque, j'ai vraiment envie de dire des safety, mais depuis n'importe où sur le terrain. C'est assez fascinant en fait à voir. C'est assez fascinant. Et ouais, en fait, voilà. Tout ça pour dire que ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Rockets, il y a trois joueurs qui sont au-dessus. Alors je vérifie quand même pour pas dire de bêtises, mais tu as trois joueurs qui sont au-dessus des 1,5 dans les deux catégories de block percentage et de steal percentage, qui sont donc Tari Eason. Est-ce que tu connais les stats de Tari Eason, Azad? Oui, parce que du coup, je me suis amusé à faire avec Python les meilleurs playmakers défensifs. Du coup, en mettant sur un graphe, un petit Mhm. peu un graphe en nuage, à gauche les block percentage et à droite les steal percentage. Et oui, c'est un petit peu lunaire, Tari Eason. Donc, Il doit être tout éclaire-nous. seul, non? Ouais, il est tout seul dans son monde, tout à droite, un peu en hauteur du graphique, en effet. Ouais. Ouais, parce que. Ah oui, mais oui, parce que il doit être pas tout en haut parce que le bloc est pas si élevé par rapport à des Wemby Ouais, bah t'as et des Klingan, tu vois, Klingan. dans Klingan, il a plus de 6% de block percentage. Mais il y a quand même un rookie qui a un meilleur block percentage que Wembanyama cette année, quoi. C'est assez ouf. Alors que Wemby, c'était déjà une anomalie statistique Ah en ouais, bloc ouais, bah là, percentage, le hein. graphe, il a aucun sens. Puis t'as quand même Jonathan Isaac au milieu de tout ça Ouais. qui se balade. Mais ouais, ouais, Tarison, c'est un des plus impressionnants. Il est tout à droite des steal percentage avec Caruso, Dyson Daniels et Paul George. Bon, Ouais. Et je pense que tu peux faire un filtrage où il est tout seul. Parce que oui, il est du coup, en bloc percentage, il n'y a plus de deux. il est à 2,5%. C'est énorme pour un joueur qui est pas Oui, oui, c'est un énorme, hein. big. C'est un des plus hauts. Je pense que parmi les mecs qui sont pas un big, c'est le plus haut sur le graphe. Ouais. Donc c'est le plus haut sur le graphe pour les mecs qui sont pas des intérieurs et ça reste donc c'est celui qui fait le plus de block percentage parmi les joueurs qui sont Voilà. pas des big men et c'est le joueur de la ligue qui crée le plus de pertes de balles. Parce que Voilà. tu pourrais te dire finalement que ça peut être un peu un rôle à la Robert Covington, tu vois, qui peut avoir des hauts scores en block percentage, mais qui finalement n'a pas ce truc est un peu moins actif sur les lignes de passe, et un peu moins actif même sur l'homme où ça crée de la transition. Et en fait, celui qui, en plus d'avoir cette protection de panier, il a 3,7 de steal percentage. C'est-à-dire que ouais, ça doit être le meilleur de la ligue avec Dyson Daniels, quoi. C'est, Caruso, Dyson Daniels et Paul George au-dessus de ouais, 3,5. ouais, voilà, voilà. Et à côté de ça, donc si t'avais que lui, tu aurais déjà un moteur à transition. Et t'as Amen Thompson qui est à 1,7 et 2%. Donc en fait, déjà ce qui est dingue, c'est qu'il y a un écart de dingue entre Amen Thompson et Tari Eason. C'est-à-dire qu'il a 0,8 de bloc en moins et 1,7 de style en moins. T'as presque fait, pas divisé par deux, mais presque divisé par deux le style. Et ça reste quand même le 98e et le 86e centile. Donc en fait, il y a Tari Eason a autant d'écart avec un playmaker d'élite que Amen Thompson aurait avec un des plus mauvais playmakers défensifs, quoi, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, tu as aussi Şengün, du coup, qui est au-dessus des 1,5 dans les deux. Hmm. Et c'est vrai que je trouve ça cool parce que, ouais, ça confirme que il y a un volume off-ball chez Şengün cette année qui est. Je sais qu'on pourra parler de l'attaque peut-être après. Et c'est vrai que l'attaque, il y a peut-être des trucs à redire. Mais je pense que c'est ma version préférée de Şengün qu'on voit cette année. Parce que finalement, tu as un défenseur qui, si tu caractérises un peu par un graphe sa trajectoire, tu vas avoir au début, c'était un des pires défenseurs intérieurs de la ligue. Puis après, petit à petit, il est arrivé à peu près à la moyenne. Je pense que l'année dernière, c'était la moyenne, voire peut-être, tu vois, sur 10, un 5, 5,5. Et là, je pense que cette année, ce qui était déjà pas mal au final, parce que tu te disais que tu peux avoir une bonne défense avec Şengün, ce qui est un peu tout l'enjeu. Et cette année, je pense qu'il est vraiment passé de average à bon, alors sans être élite, mais Hmm. je pense que c'est un bon 6,5, tu vois, sur 10. Et finalement, la combinaison de ces trois-là, c'est les mêmes joueurs finalement que l'an dernier, mais ça magnifie vraiment cette défense, je trouve, quoi. Ouais, clairement, il y a un peu une idée de l'avoir débloqué sur. Bah, c'était un joueur physiquement déjà qui avait potentiellement un peu des limitations de verticalité, mais si tu le places bien, il sait tellement bien lire le jeu qu'en fait, il peut compenser en réalité. C'est un peu tout le défi qu'avait eu Denver avec Jokic.
Bah, eux, du coup, il y a une autre approche chez Denver dans l'utilisation de Sengun. Totalement différente. C'est beaucoup moins des choses sur Blitz. C'est très différent dans l'approche, je trouve. Mais je sais pas si c'est mieux d'ailleurs. Et peut-être qu'aussi c'est parce que vu que c'est pas Mm. non plus les mêmes joueurs, donc c'est pas Ouais. pour ça qu'ils sont pas. Les schémas sont pas les mêmes et parce que c'est pas vraiment possible. Mais il y a vraiment une utilisation intelligente d'un joueur qui avait l'air pourtant limité dans un premier temps sur la défense et pourtant c'est à l'intérieur donc tu es obligé qu'il soit bon défensivement et ils ont réussi à en faire un défenseur moyen voire positif donc en fait bah t'as tout gagné et avant de passer à l'attaque en restant une dernière fois sur la défense et c'est un peu le lien même entre les deux en fait ils commencent à être bons en défense même quand ils sont en attaque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en Ouais, réalité, sur le repli. vu que c'est une des équipes qui perd le moins de ballons, et qu'en plus de ça, c'est des sociopathes du repli défensif, et ben en fait, c'est l'équipe qui subit le deuxième, enfin c'est l'équipe qui subit le moins de transition de NBA. Et en plus de ça, c'est l'équipe qui limite le plus l'efficacité sur transition. Donc c'est démentiel du coup de retirer. Bah, en fait, je sais pas comment expliquer à quel point c'est immense, mais sur, sur demi-terrain, ils encaissent que 90 points par 100 possessions, quoi. Et du coup, défensivement, ils limitent à mort la transition. Et en plus, même quand ils encaissent des transitions, ils sont bons dans la défense de ça. Et sur demi-terrain, ils arrivent grave à limiter du coup l'attaque des adversaires. Et ça reste en plus une équipe, comme on l'a dit au début, qui est très bonne à sécuriser le rebond. Et du coup, sécuriser le rebond offensif, ça te permet vraiment de mettre fin à l'attaque adverse et du coup de, entre guillemets, transformer ta performance défensive, quoi. Donc c'est vraiment l'équipe défensive, entre guillemets, parfaite dans le sens où, même offensivement, vu qu'ils limitent leur perte de balle et que dès qu'ils la perdent, il y a un vrai repli défensif, bah, du coup, ils limitent énormément la création d'occasions faciles pour les adversaires de marquer. Mais du coup, Hmm. l'attaque, Mais il y a peu de pertes de ballon, mais est-ce qu'il y a de l'animation offensive un peu? ouais, je peux rajouter un truc sur ce que tu as dit. Mais Bah ce ouais. qui est fou, ouais, c'est ce que tu as dit, c'est que normalement, tu peux faire un peu la recette magique, c'est limiter le nombre de transitions parce que tu prends beaucoup de rebonds offensifs. Mais quand on encaisse, en général, t'es mauvais. Parce que, bon, bah, parfois, du coup, bah, tu te fais avoir. Ouais, ouais, ouais. Et eux, ils ont un peu, mais genre, toutes les cartes défensives magiques, j'ai envie de dire. Et ouais, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Et ouais, du coup, je voulais juste aussi insister aussi sur l'importance, du coup, de Eason et Thompson Mhm. sur un aspect que j'ai dit rapidement, mais qui, pour moi aussi, fait que Şengün est meilleur défensivement. C'est que en fait, on voit beaucoup moins Şengün impliqué sur le pick and roll qu'avant, parce que déjà, ils défendent le pick and roll souvent, bah, du coup, avec un troisième homme, déjà. Et surtout, bah, parfois, le pick and roll, c'est un peu. C'est pas Şengün qui est impliqué, parce que tu as les deux qui peuvent défendre des intérieurs. Et donc, en fait, tu as Şengün qui est dans un rôle un peu différent, beaucoup plus off-ball, parce que le défenseur du pick and roll, du coup, ça va être Amen ou Wilson qui va Ouais. prendre l'intérieur et qui va cross-matcher. Et du coup, bah, même sur là où il aura toujours des lacunes, Şengün, c'est-à-dire la verticalité et un peu ce côté gérer l'espace en reculant et le 2 contre 1, bah, parce que voilà, ça fait partie de son profil, et ben même là, tu arrives à limiter quelque chose sur lequel tu étais peut-être vulnérable. Ouais. Donc en fait, ouais, c'est une équipe qui défensivement a tellement peu de lacunes que c'est assez fascinant à voir. Ouais, Puis en fait, c'est une équipe qui arrive à cacher ses lacunes. Et c'est ouais, ça qui est... Parce que même exactement. offensivement, le fait de très bon à limiter les turnovers et de faire un gros repli défensif, en fait, c'est une équipe qui est un peu bancale sur le plan effectif, mais du coup, qui arrive énormément à optimiser ses forces et à cacher un maximum ses faiblesses. Ouais, pardon, c'est mieux quand je me démute. Mais ouais, c'est- pour aller dans ton sens, si tu regardes un peu, même offensivement, du coup, pour parler un peu plus de l'attaque, mais j'ai envie de dire, t'as un peu presque la version encore plus extrapolée des Knicks de l'an dernier, Ouais, dans le sens où sur demi-terrain, ils sont bien moins bons que l'an dernier. ouais, ouais, Ça, c'est ouais. quand même assez ouf. C'est que tu te dis, ok, ça va se mettre en place, tu vas avoir les automatismes un peu
On pourra peut-être aller rentrer dans les sets après. Mais juste si on prend la stat globale, sur demi-terrain, c'est la 25e attaque de demi-terrain. Et encore une fois, bah, ça s'explique par beaucoup de choses dans lesquelles on pourra rentrer dans le détail après. Mais comment ils survivent et comment ils font pour être quand même la 11e attaque, donc presque une attaque top 10, et c'est pour ça aussi que ton net rating il est si élevé. Parce que certes, tu as la deuxième défense, mais tu as aussi une attaque qui est pas 20e ou 25e, tu as la 11e attaque, Ouais. parce que tu es la deuxième équipe au rebond offensif. Derrière, je crois, les Raptors. Et donc même en fait là-dessus, ils arrivent aussi à cacher des lacunes. Alors soit c'est le verre à moitié plein et on dit que c'est génial, soit on peut dire aussi qu'il y a des lacunes, quoi. Ouais, après, là, ils arrivent à être bah, du coup 11e meilleure attaque, deuxième de conférence. Donc en réalité, si tu caches assez bien tes lacunes et qu'en plus derrière ça, tu as des grosses forces pour un petit peu faire une première marche concurrentielle assez avantageuse pour toi, t'es quand même sur une bonne piste. T'es une bonne piste assez limitée, mais ça, on pourra peut-être en parler plutôt en fin d'épisode, où est-ce qu'on les situe à l'ouest, parce que bon, je pense pas que leur réel niveau, c'est d'être la deuxième meilleure équipe de l'ouest. Bon, après, tu nous donneras ton avis. Mais du coup, offensivement, c'est quoi un petit peu l'animation qu'il y a autour de Sengun, autour de Jalen Green? Parce qu'il y a quand même pas mal de non-shooters. Il y a quand même pas des créateurs d'attaque vraiment très fonctionnels. Du coup, comment ils arrivent à, au-delà du rebond offensif et de limiter les pertes de balles, qu'est-ce qu'ils arrivent à créer un petit peu comme tir et pour quel résultat? C'est quoi un peu le process et c'est quoi un peu les résultats derrière leur attaque? On va dire que c'est un peu limité et j'ai envie de dire que même sur ce début de saison, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux saisons en une. Dans le sens où, bah, toi, tu connais très bien le style Udoka, mais c'est un peu, ça reste quand même encore une fois un peu. Peut-être que ça a été amélioré aussi avec le spacing qui a été amélioré à Boston depuis, mais je veux dire la philosophie que Boston a actuellement, ça reste pas si éloigné de celle qu'elle avait Ouais, sous Udoka, et ça reste grosso modo, euh, ça repose beaucoup sur du guard play en fait, enfin du guard play, en tout cas du play de tes ball handlers, parce que bon au Celtics c'était Tatum et Brown, mais en fait tu vas essayer d'attaquer le mismatch le plus possible et c'est vrai que ce qui est un peu différent avec Boston, assez simplement, hein, mais c'est que tu n'as pas de ball handler capable de faire ça et efficace là-dedans, tout simplement. Et si tu regardes le 5, c'est assez ouf. C'est assez ouf parce que il y en a aucun qui est au-dessus de l'efficacité moyenne de NBA, je crois. Peut-être Jabari Smith, je crois qu'il est à 100, mais ils sont tous en dessous de l'efficacité moyenne de NBA. Et ça, c'est quand même assez dingue et assez symptomatique du régime de tir qui est pas forcément bon et qui repose beaucoup finalement sur les ball handlers que sont en tout cas beaucoup sur le début de saison, c'était ça, c'était Jalen Green et Fred VanVleet. On va jouer du pick and roll et ça a marché sur certains matchs, notamment bah, le match face aux Spurs. Il y a un match face aux Spurs, ils font du pick and roll petit pour cibler Chris Paul. Jalen Green il drive sur Chris Paul. Voilà, bim bam boum, on a mis plein de points. Sauf que après, bah, les Spurs, ils ont sorti Chris Paul. Et là, on a trouvé une attaque qui, finalement, vu qu'elle n'arrivait pas à trouver un mismatch, elle avait finalement beaucoup de mal. Et du coup, leur haute porte d'entrée, on va dire, c'est le pick and roll Fred VanVleet Şengün. ouais, Et malgré tout, bah, ça reste assez limité, ouais. je trouve. Dans le sens où bah, les équipes, en fait, Fred VanVleet, c'est un des moins bons drivers sur le poste 1 de Mm. NBA. Alperen Şengün, même si c'est intéressant, moi je trouve que il prend beaucoup plus de tirs, on va dire un peu éloignés, et il y a un régime de tir qui change un peu depuis quelques temps. Ouais. Ça reste un joueur qui a pas de pick and pop, quoi. Et donc finalement, ton pick and roll, il est un peu limité. Et à la limite, tu pourrais dire j'ai le short roll de Şengün. Mais en fait, vu que t'as pas de spacing, bah Şengün il peut chercher l'extra pass ou le kick out. Si c'est pour Dion Brooks dans le corner, la défense elle est contente. Ou si c'est pour Amen Thompson dans le corner, la défense elle est contente, quoi. Donc j'ai envie de dire que le gros du fond de jeu de ces Rockets, en tout cas sur le début de saison, il a été quand même limité, mais quelque part c'est pas forcément une surprise. Ouais, bah là, je vois. Oh là là, ouais, le volume à 3 points, il n'a pas bougé pour Sengun. Il est à 27% à 3 points, Mm. 57% au cercle, 49% d'effectif field goal.
Ouais, Après, son début de saison, enfin, ouais. les stats du coup sont flingués parce que ce premier match, il a fait des 3, 4, 5 matchs complètement abyssal, quoi. Mais Oui, bon, mais bon, d'un autre côté, s'il a fait des matchs aussi merdiques, c'est parce que il y a quand même aussi un peu des défauts, de toute façon, structurels. oui. Enfin, je veux dire, si le shoot vient pas débloquer tout ça, Mm. c'est un peu une version qui devra toujours évoluer trop proche du cercle, quoi. Ouais. Et ce qui est dérangeant aussi, je trouve, c'est que tu as beaucoup de possessions, en tout cas, enfin, tu as beaucoup de possessions où finalement il va avoir des post-up. Mais tu vois le match contre les Wolves il y a pas longtemps, là, cette semaine, Ouais, et ben, il y a des highlights où il va mettre Rudy Gobert, voilà, il va mettre un petit dream shake à Rudy Gobert ou un petit move à Rudy Gobert, oui, et ça va faire un highlight. Mais au final, c'est un peu toujours le même problème. Mais vu que le play, c'est souvent, on va dire, un pick and roll qui a donné aucun décalage, et du coup, ça finit en post-up de Şengün avec aucun mismatch, ouais. et ben sur un gros échantillon de 4-5 possessions, bah, c'est pas efficace du tout. Alors oui, il y en a une ou deux qui passent, mais tu vois, je trouve que c'est pas lui rendre service, d'autant qu'au final, il est pas si grand. Et face à un profil comme Rudy, bah, il a pas forcément la puissance non plus pour l'enfoncer. C'est pas lui rendre service que lui donner des post-up face à souvent des des joueurs comme Rudy Gobert, quoi. Et il n'y a pas une chasse au mismatch qui se met un peu en place comme bah, il y avait du côté de Boston avec Udoka? Mm. Pourtant, Un peu. il y a les poseurs d'écran pour le faire, entre guillemets. Bah ouais, il y a un peu ça. Il y a notamment, bah, en fait, dès qu'ils peuvent avoir un mismatch, ils essayent de l'avoir. Bah, Rob Dillingham, il y a des Ouais. mecs qui ont carrément fait des threads sur lui. euh, Parce qu'il a fait une bonne seconde mi-temps. Mais au final, sur la fin de match, Houston peut aussi le gagner parce que, en fait, ils font que du pick and roll pour le cibler. Ah bah ouais, Et mais tu vois le match de Boston contre les Wolves, c'est une ouais, catastrophe Dillingham sur la défense du pick and roll. Il fait n'importe, il sait pas, ouais, il n'a pas compris le concept. Et que oui, ouais, j'imagine ouais. que ouais, ils ont dû un peu en profiter. Et ce qui est intéressant, en plus, ça peut faire une super transition, mais un truc qu'ils ont fait aussi, Houston, sur deux trois possessions, mais c'est un peu symptomatique, c'est que dès qu'ils trouvent quelque chose qui marche, ils vont le faire 5-6 possessions de suite, et ça montre que t'as pas forcément une diversité tactique de tiens, je fais quasiment la même action, mais il y a une petite variante pour casser la défense, c'est vraiment je refais la même action. Dans le match, à un moment, il y a aussi, ils trouvent quelque chose avec des zoom action, et du coup, on pourra en parler, Hmm. mais avec des zoom action. Et la première marche, je crois que c'est pour Jalen Green. Et après, finalement, bah, ils font ça 4-5 fois, quoi. 4-5 fois de suite. Et bah, la défense, au bout d'un moment, elle a compris ce qui va se passer, que Jalen Green, il va arrêter lancer. Et je crois que, et bah, en fait, il y a juste, ils font un edge, ou en tout cas, il y a un défenseur qui monte fort. Jalen Green est ralenti, et l'action, elle capote, quoi. Et bref, Et sur la voilà. fin de match, face à Rob Dillingham, ce qu'ils ont fait aussi pour encore plus le cibler, et du coup, ça, c'est un truc sur lequel je veux bien parler, et je veux bien ton avis au-dessus aussi, mais c'est qu'ils ont fait finalement des pick and roll inversés avec Şengün en porteur de balle et Oui, Fred VanVleet en poseur d'écran. Et oui. ça, alors, déjà que Dillingham, il avait du mal sur le pick and roll de base. Là, il a été complètement perdu. En plus, Gobert, il a défendre un ball handler, c'est pas forcément son fort. Et ils Mhm. se sont créés deux trois tirs comme ça, notamment, bah, c'est comme ça qu'ils se créent. Alors, je sais plus, mais ils auraient pu gagner le match en fait avant d'aller en prolongation parce qu'ils se créent des très bons tirs à ce moment-là, quoi. Bah oui, c'est un peu tout le but d'avoir un joueur comme Alperen Sengun. Ce serait pour moi de pouvoir faire des pick and roll inversés. Sinon, sinon à quoi bon? Et quand je vois qu'il fait genre 0,7 pick and roll par match en tant que porteur de balle, je trouve ça un peu dommage. Je me dis, il y a quand même de quoi. Surtout que tu le fais avec Van Vliet, mais tu pourrais le faire aussi avec des mecs comme Amen Thompson, enfin, avec des gens qui ont un peu de la menace verticale, non? Ou même des ghost screens, des choses comme ça. Enfin, tu vois, je trouve que Ouais, ce qu'on retrouve chez des porteurs de balles un peu grands comme Zion, ou même, tu vois, des gros drivers comme Ja Morant ou quoi, avec ces espèces de horn flare screen un petit peu avec un ghost screen. T'es là, bah, mm, ce serait quand même intéressant d'avoir un peu de mouvement autour de Sengun, surtout qu'il le lit très bien. Enfin, je veux dire, il a un court mapping et il sait lire le jeu en mouvement.
Donc il n'y a pas besoin de faire des trucs statiques un peu à l'ancienne. Et je me dis, au lieu d'utiliser que connement sur des end-off ou des pick and roll, tu pourrais quand même, genre, je sais pas, l'utiliser comme porteur de balle sur quelques actions, quoi. Je pense que Ouais. c'est quand même un petit peu vers quoi on tend, dans tous les cas, dans le basket moderne, d'avoir des grands porteurs de balle pour justement mettre des intérieurs qui sont pas habitués à défendre enfin, Gobert qui est pas habitué à défendre des porteurs de balles et Rob Dillingham qui est apparemment pas habitué à défendre du tout, mais les arrières dans tous les cas sont pas habitués à défendre des joueurs qui posent des écrans. Donc bon, je me dis je comprends pas trop pourquoi c'est pas plus le cas et je m'attendais un Mais petit peu à je avoir une trouve évolution que mais je trouve que c'est en train d'arriver sur les derniers matchs. ok. C'est vraiment un truc que je trouve ils se font de plus en plus et qui est bah, finalement, on va dire logique, j'ai envie de dire, enfin qu'ils le font. Mais bah, avec Amen Thompson, ce qu'ils aiment bien faire, c'est un peu bah, ce que tu as dit avec Zion. C'est-à-dire que, en fait, ils lancent le pick and roll tellement proche du panier, Ouais, tu vois, ils le lancent vraiment à tellement peu d'écart du panier, j'ai pas les distances maintenant, mais à la ligne des lancers francs, voilà. Et Amen Thompson, il ouvre tellement vite et il est tellement vertical que c'est létal et ça marche très bien. Et aussi, bah, ils le font beaucoup avec Van Vliet. Et je pense que c'est aussi une conséquence de bah, le coaching staff, il réfléchit quand même et il voit que leur approche, elle marche pas. En tout oui, cas, qu'elle elle marche en un sens parce que leur attaque, elle est pas catastrophique. Mais quand tu as tes 5 joueurs du 5 majeur qui sont en dessous de l'efficacité, c'est quand même qu'il y a un problème. C'est quand même qu'il y a un problème. Et c'est vrai que Alperen Sengun, pardon, ça peut être ta star. Donc autant essayer de lui offrir des situations un peu différentes. Et du coup, il y a des pick and roll inversés de plus en plus. Ce qui est un peu dommage, c'est que, comme tu as dit, les ghost screens, il n'y en a pas beaucoup, alors que bah, il y a un joueur dans l'effectif qui. Alors, pour l'instant, mais c'est vrai que ça se comprend aussi qu'il joue pas des masses. Mais Richie Part, c'était un peu sa spéciale, j'ai envie de dire, à Kentucky. C'est-à-dire mhm, que ça, c'était cool. C'était que bah, c'était un super poseur d'écran. Et notamment tout ce qui est ghost screen, où il arrivait super bien à se relocaliser très vite, notamment bah, pour Rob Dillingham. Et du coup, on le voit pas trop parce que bah, offensivement, il lui donne très peu de répétitions parce que bah, l'avantage de leur attaque, c'est aussi que Van Vliet perd aucun ballon. Donc Van Vliet, il a toujours la création. Donc finalement, Rich Shepard, il n'a pas forcément de système parce qu'on n'a pas de système pour des shooters. Il y a eu une ou deux. Je crois qu'à un moment, ils ont mis une floppy action contre Dallas pour Jalen Green au tout début mhm. du match. Mais bon, c'est une fois par match, donc ils n'ont pas vraiment de set pour des shooters. Il n'a pas de répétition balle en main, donc c'est un peu bizarre. Et en même temps, défensivement, il fait des erreurs défensives dans les rotations. Ouais. Donc, finalement, il joue pas beaucoup, mais ça pourrait être une carte, tu vois, qui à l'avenir pourrait être utilisée. Et l'autre truc qu'ils font pas mal, et ça, j'ai envie de dire un peu enfin, mais c'est les zoom action pour Shengun, quoi. C'est les zoom Ouais. action pour Shengun. Et leur système, c'est un peu des zoom action pas traditionnels, mais il y a un compte qui appelle ça les scissors, et j'aime bien, parce qu'en fait, t'as un peu un espèce de horns, mais avec Shengun du coup qui a la balle. Oui. Et les deux en fait vont croiser et du coup ça forme un mouvement en ciseaux et du coup les deux écrans consécutifs, on va dire, les deux joueurs qui devraient jouer le premier main à main, eh Oui, bien oui. ils viennent pas du même côté et ça crée déjà un peu de confusion, tu vois. Ouais, ouais, bah c'est les Pistons qui font ça avec Jalen Duren, par exemple aussi. Et avec Ozar Thompson et Jaden Ivey, je crois, Mm. sur un des derniers matchs. Donc, Ouais. comme quoi, les Thompson se Mais retrouvent. il y a des gens qui regardent les matchs des Pistons du coup. Bah, apparemment, oui, mais il y a que moi, vu que la vidéo, personne n'a regardé. Mais Mais bon, ouais, 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 non, si, c'est un si. autre sujet. Et si jamais, je précise, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui ont désinstallé X. Mais les gens qui font des threads sur Dillingham, c'est moi, hein. Je me foutais de la gueule de personne si jamais, hein. Je ne suis pas méchant. Non, 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 mais c'est vrai que quand tu regardes l'attaque des Rockets, c'est que tu vois que le seul mec qui est efficace, c'est Amen Thompson, Ah, 16% d'usage. Tu te dis, bon, ouais. ça va être un petit peu compliqué. Et bah, après, si la défense tient le choc, ça va être quand même intéressant. Mais du coup, après un petit peu avoir discuté de l'attaque, de la défense, du coup des limites, des choses qu'ils font très bien, comment tu les situes par rapport à l'Ouest? Est-ce que c'est toujours une équipe de play-in?
Ou est-ce que tu te dis qu'en réalité, c'est une équipe qui est quasiment, allez, tu dirais assurée de jouer le premier tour des playoffs? Ou est-ce que c'est même une équipe qui peut gagner un tour de playoffs? Hmm, bonne question. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ils sont si proches, si loin, entre guillemets, enfin, ils sont vraiment pas si loin d'être une équipe très dangereuse. C'est-à-dire, ils sont un porteur de balle efficace, pour moi, en gros, d'être dangereux, mais finalement, c'est limite la pièce la plus dure à trouver, quoi. Ouais. Après, un intérieur qui peut défendre et faire de la protection de cercle, oui, c'est un petit. Voilà. Mais encore, je pense que non, je pense que c'est plus difficile de trouver un intérieur qui défend et qui tire à 3 points quand même. Hmm. Mais oui, dans l'idée, c'est quand même un des profils les plus durs. Mais là, dans l'état actuel des choses, ça fait quoi? Ça se fait sortir dans un premier tour ou ça se fait sortir au play-in? Bah, en fait, je pense que si tu me dis de faire un ranking de toutes les équipes à 100%, je mets le Thunder, je mets les Mavs, je mets. Qui est-ce que je peux mettre d'autre? J'ai oublié qui est-ce qu'il y avait dans la conférence Ouest, pardon. Je mets les Suns, je mets pas mal d'équipes au final, mais le fait est qu'il y a tellement de blessures et que cette équipe, enfin, c'est une équipe qui est pas du tout injury prone. Je me dis, et qui surtout, en fait, avec leur défense c'est tellement en fait un truc qui un peu intangible, j'ai envie de dire, mais qui partira jamais, qui est là tous les soirs, qui sait pas avec comme l'adresse qui peut aller, venir, etc. Le fait d'avoir ce truc, et on l'a vu avec les Knicks un peu l'an dernier, mais quand tu as une super défense et une domination extrême au rebond offensif, t'es finalement, je pense, assez assuré d'avoir un bon seed à l'ouest, d'autant plus que je pense qu'ils vont pas avoir beaucoup de blessures. Tu vois, je pense les Warriors, les Grizzlies, je les mets aussi devant. Les Clippers, je sais pas, je suis pas sûr. Peut-être avec Kawhi sans aucun doute, mais sans Kawhi, je sais pas. Mais en l'état, je pense qu'ils vont jouer au moins un premier tour de playoff, ouais. Ok, Je, ouais, ouais. je pense. Ok, Je pense qu'ils vont pas faire le play-in, hein. ok. Et toi? Tu les vois dans le top 6 assez assurément, disons. Bah en fait, il y a tellement d'autres équipes qui ont déjà des blessures, tu vois, et qui sont injury prone. Enfin, Phoenix, pour moi, sur le début de saison, ils étaient vraiment bons. Mais au final, bah ouais, KD, Bill, ça rate des matchs, etc. Que je pense que ouais, Houston, ça va être un peu le gagnant de tout ça, quoi. Ça va être un peu l'équipe qui finalement bah, a pas de blessés et qui arrive à se glisser dans le top 6. Alors qu'au final, peut-être que si tu fais un ranking à 100%, ils sont peut-être plutôt 7-8e, quoi. Tu Ouais, vois. moi je dirais qu'ils sont assurés de faire le play-in, mais pas assurés de jouer les playoffs. Ok, je m'emballe peut-être. Ouais, bah après là, tu vois, en même temps, ils sont à 70% de victoire, donc t'as envie de te dire, bon, quand même. Et ils ont un net Mais rating de zinzin. oui, mais c'est sûr. Enfin, en fait, vu l'état de la conférence et des blessés, tu te doutes que genre Memphis, ça va finir par passer devant. Les Lakers aussi, les Mavericks vont Hmm. revenir, les Suns. Tu te dis quand même les Timberwolves, ils vont pas. Après, les Timberwolves ils vont peut-être rester Non, nuls les toute leur vie. Timberwolves, ils vont rester nuls, ouais. Les Kings? Ouais, non, non, bah non, quand même, arrêtons. Mais les Pelicans avec le Ouais. retour de Zion MVP, ça va gagner des matchs aussi. Ouais, mais les Pélicans, ils ont 10 matchs de retard. Ouais, mais ça, tu sais, moi, les chiffres, j'y crois pas tellement. Moi, je regarde les matchs, je regarde pas les chiffres. D'accord? Et moi, je te dis que Zion, le PPR, j'y Mhm, crois. mhm, mhm, Faut juste qu'il revienne de blessure. Un jour, mhm, je vous mhm. en conjure, quoi. Ouais, c'est pas un gros si en plus, c'est bien. C'est vrai que c'est sa première blessure à Zion. Ouais, bah oui, vu que c'est sa première, j'ai Ouais, encore un peu il va d'espoir. revenir, il va jouer tous les matchs, il va jouer les playoffs aussi et tout. Pas de Non, problème, mais quoi. ouais, play-in assuré pour Houston, playoff, bah faudra passer le play-in, tu vois. Un bon Hmm, play-in contre les Spurs, là, hmm. oh là là, je Eh, me... Ah ce bah ouais, serait. ce serait incroyable en vrai. Mais parce que la défense des Rockets, pour le coup, elle fait tellement chier Wemby. Ouais, bah ouais. C'est, c'est assez incroyable, ouais. Je crois que c'est. Comment il s'appelle? Euh, le même qui avait fait la vidéo sur Tatum. Je sais que t'en as parlé ce matin sur Twitter. Daniel Mais Lee. Daniel Lee, il avait fait une vidéo et c'est vrai que assez fascinant comme leur switch all et switch and double dès que Wemby pose un dribble.
l'ennui, quoi. L'ennui. Mais ouais, et quand même, attends, est-ce que je peux te donner la parole sur un joueur, Azad? Écoute, je vais voir. Dis-moi et je réfléchis. Est-ce que tu as compris que le sauveur de Houston s'appelle Amen Thompson? Le sauveur. L'élu au Non, final. mais ils sont à un porteur de balle efficace d'être dangereux, on a dit. Est-ce que c'est pas Amen Thompson? Donc toi, il y a un monde où tu te dis qu'en vrai de vrai, ça peut passer. Qu'est-ce qui peut passer? Que Amen La, Thompson la devienne genre... salade que je te vends? Ça, ouais, ta salade niçoise là. Ta salade Ouais. niçoise avec ta tomate arrivée tout droit des serres espagnoles là. Ah ah, ah ah. Donc toi, ta salade que tu es en train de me vendre, c'est qu'Amen Thompson, il faut que ça devienne genre un créateur offensif quoi. Mais Donc ouais. un mec qui, par exemple, pour l'instant ouais, quand même un Non mais 10% d'assist percentage pour quasiment autant de... Non, même pas, pour 16% de perte de balle. Yes, bah après, franchement, tant qu'à être avec des mecs qui sont pas efficaces, pourquoi pas? Le truc, c'est que pourquoi non pas? mais le Tu vois, problème de son assist percentage, le vrai problème de son assist percentage, c'est son c'est volume. que c'est que Udoka l'utilise en poseur d'écran. Et ça, Oui. ça commence à me rendre fou en fait. Parce que Après, ouais. le gars sur short roll, il te fait des lectures, il te fait des passes. Genre, tu vois qu'il a les capacités de faire des lectures et d'être un porteur de balle, on va dire, qui a de la rim pressure. Parce que ça, on n'en a pas discuté, mais t'as aucun driver aussi dans cette équipe, à part Ouais, Amen ouais, bah Thompson. lui, pour le coup, en vrai, il est efficace au cercle à 73%. Il commence à avoir un petit flotteur. Ouais, et puis il y va souvent hein, au cercle, et en plus de ça, il n'est pas très souvent assisté sur ses tentatives au cercle. Le problème, c'est que c'est beaucoup de transition, et vu Ouais. qu'il a pas de tir, bah en vrai, enfin je suis désolé, mais si déjà Jaden Ivey il a du mal sur drive parce qu'il a pas de tir et que les défenses arrivent à l'anticiper, Ouais, mais j'ai du mal à voir pourquoi ton Amen Thompson. parce que déjà, il est plus grand. Il Ouais, est tellement plus. Il a une capacité. Il est tellement plus souple, plus agile. Genre, mais même je avec sais un pas. ballon dans les mains, même en tant que driver. Ouais, mais il a une capacité de décélération que Ivy a pas. Bah oui, mais faut Pour moi. déjà arriver à, pour décélérer, il faut déjà arriver à Ouais, avoir passé un premier rideau, quoi. ouais, c'est pas faux. Parce que si C'est tu, pas faux. non, mais tu vois, si tu décélères, mais les mecs qui respectent pas ton tir, donc ils vont t'attendre à 3 sous le panier, tu vas décélérer autant que tu veux, tu vas prendre un mid-distance éclaté, Oui, en fait. oui. Oui, oui, mais moi, ce que je me dis avec lui, c'est en tout cas. Je pense que c'est pas lui là. En vrai, je suis un peu de mauvaise foi. J'y crois même pas trop que ce soit lui le joueur à 30% d'usage, tu vois. Ouais, Mais je pense que ça peut être un porteur de balle beaucoup plus responsabilisé que ce qu'il n'est actuellement. ok. Et que les répétitions sur pick and roll qu'il a, ça peut aussi. Bah, elles commencent à être franchement très bonnes. Et en plus, c'est un joueur qui est capable d'avoir un peu une rim pressure que t'as pas. Voilà. Donc, moi, je dis à choisir entre Jalen Green qui joue ses ISO, il y avait une vidéo pendant sa saison rookie à Jalen Green qui était est-ce qu'on doit s'inquiéter à propos de Jalen Green? Et en fait, il traquait ses tendances et ses réussites. Et en gros, la conclusion, c'était que Jalen Green est un shooter, mais qui ne shoot pas, en fait. C'est un shooter qui shoot mal. Donc, bah, en fait, c'est ça depuis 4 ans. C'est vrai, c'est un joueur qui a tellement de mal sur drive. Je crois que c'est encore le troisième joueur qui se fait le plus contrer cette année. Enfin, voilà. À choisir entre un shotmaker pas du tout efficace et un joueur qui. Alors, oui, c'est un peu du bully ball et c'est pas forcément le plus esthétique par moment. Bah, en fait, je crois que je préfère Amen Thompson parce que c'est un meilleur passeur, il t'apporte plus au rebond, et c'est un meilleur poseur d'écran, et c'est un meilleur. Et même, c'est un meilleur, enfin, c'est un meilleur joueur, quoi. Voilà. Ouais, Voilà, après, c'est ça moi, ma ça... conclusion. Oui, oui, mais que ce soit un meilleur joueur que Jalen Green, très bien. Pas de problème. Mhm. C'était pas la question de départ, c'est la question de quel joueur pourrait leur faire passer un step. Et tu me vendais Amen Thompson comme driver et à 30% d'usage, alors que les mecs, ils vont l'attendre. Non, À mais part si si le déjà, mec... tu vois, si déjà il pouvait avoir 20, 25, ça pourrait être cool, quoi. Parce qu'il va être défendu comme Zion, quoi. Bah ouais.
Mais qu'est-ce qui le différencie de Zion? Ah oui, Ok, c'est vrai, merci le fait beaucoup. qu'il soit Bonne sur le terrain. soirée à tous. Le fait qu'il soit sur le terrain. C'est ça. Allez, ok, ça marche. Et ben, c'était le dernier épisode du Dreamcast. Non, mais au moins, tu vois, enfin, moi je trouve que ça peut être une source d'attaque tellement plus rentable que les sources d'attaque qu'ils ont aujourd'hui, quoi. Alors, plus rentable, je sais pas. Plus drôle, oui. En tout cas, ce sera Mais pas moins non, rentable. Peut-être pas. ça peut pas être moins rentable, voilà, ça peut Ça pas peut être pas moins être moins rentable. rentable et ça peut être que du fun. Donc pourquoi pas après tout. Mais Bah je, oui, Udoka, tu vois, c'est pas un mec qui m'inspire beaucoup le fun en non. réalité. Il Et m'inspire, c'est pas très Amen compatible, quoi. ouais, Parce non, que non. s'il commence à lui dire, vas-y, ben, joue le mismatch, joue l'ISO, crée ton tir, bon, là, on va moins se marrer. On va se marrer d'un coup. Mais bon, à voir. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est quand même intéressante à suivre et qu'on pourrait voir du coup pour la première fois assez tôt dans le cycle. Parce qu'en vrai, ce qui est intéressant, je trouve, c'est on regarde le cycle il y a 1 an et demi et on se dit, oh là là, mais pourquoi ils ont ramené Fred VanVleet dans ce groupe-là? Ils vont niquer totalement la dynamique de groupe. Hmm. Pourquoi ils ont drafté un profil pareil à côté de Sengun? C'est là genre, ok, beaucoup de questions. Pourquoi ils sont allés chercher Udoka alors qu'il n'y a pas d'animation offensive et tout? C'est là genre, ouais, ouais, ça fait beaucoup de questions. Dylan Brooks, pourquoi ils sont allés chercher un type pareil et tout? Bah, apparemment, ça fait quand même 1 an et demi que c'est quand même une équipe qui est compétitive, quoi. Qui est compétitive sous différents formats en plus. Et on Hmm. n'a pas trop de parler de Jabari Smith, mais lui aussi n'a pas totalement fini son éclosion. Mais Donc bon, c'est le match contre, je sais plus où, mais je sais plus si c'est contre Philly où il défend sur Tyrese Maxey, ou si c'est sur, ou si c'est contre les Wolves et non, ouais, je me demande si c'est même pas les deux, mais contre les Wolves, tu vois, ouais. il est mis sur Rob Dillingham. Le gars est mis sur le point d'attaque. Mm. C'est quand même un truc de fou, quoi. Bah ouais, c'est ça, que c'est la longueur et la mobilité de ces gars-là qui rendent le truc incroyable. Bon, équipe à regarder. Je vais faire en sorte de plus les regarder maintenant que Baptiste m'a bien vendu sa salade niçoise là. Et moi, je pense on a fait le tour de la question. On a fait le tour du sujet. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos 3 auditeurs, mon bon Baptiste? À ce qui paraît, on est plus que trois. Ah, Mais ce qui paraît, ouais, on a plus que 3. Bon, allez, ouais, moi on est 10. je voulais mettre en place un nouveau concept pour les fins de podcast. Oh non. Quoi? Mais non, mais je t'en Encore, ai parlé. Je t'en ai encore un parlé en, concept. je t'en ai parlé en message. C'est faire la recommandation de la semaine, en gros, Oh du merde. Ah oui, podcast. bah, il fallait que je prépare un truc là. Ok. Non, bah du coup, moi j'ai préparé parce que voilà, je savais qu'il y en a qui bosseraient plus que d'autres. Ça, c'est sûr. Et voilà, moi je me dis pour le prochain podcast, si vous avez des trucs à nous recommander, du coup, déjà, ça commence là. Voilà, comme ça, on pourra faire la promo de un thread, un podcast, un article, etc., etc. Tu pourras peut-être mettre en avant tes articles pour Celtics Blog, Azad. Oui. Mais, euh, mais du coup, moi, j'en ai deux. J'en ai deux. Le premier, c'est les articles, et notamment un de Swish Theory. Tu connais Swish Theory? Ouais. Et ben moi, j'adore leurs articles. Ouais. Et, euh, et ils en ont fait un sur... en gros, ils font des Finding a Role. Et Ouais. là, ils font la saison 2. Oui. Donc c'était, en gros, ils font un peu un bilan de ce qu'ils avaient dit l'année dernière. Et il y Ouais. en a un sur Jalen Suggs que j'ai Ouais. trouvé super cool. Que C'est t'aimes vrai. bien Jalen Suggs en plus. Bah ouais, Et ouais, ouais. où t'apprends que sur, je crois, les 19 premiers matchs de la saison, et ben le gars, Jalen Suggs, a fait plus de un chest down block par match. Je crois qu'il en a fait 20 en 19 matchs. Et du coup, t'apprends pas mal de choses intéressantes sur aussi les responsabilités qu'il a. Donc, Switch Theory. Et en français, je sais que je l'ai lu. Jasper a fait un scouting du passing de Egor Demin, du coup sur le subtrack de Symbiose. Et du coup, c'est un prospect un prospect russe qui est un grand porteur de balles de plus de 2 mètres et qui est un très bon passeur et qui a fait un peu de bruit sur le début de saison. Et du coup, bah, Jasper, on a fait un scouting en article, donc c'est à l'écrit, ces 2 articles. Et voilà, moi j'avais bien aimé ça cette semaine. Donc voilà, je mets en place ce concept, je mets en place ce concept de force sans l'accord d'Azad. Mais voilà, tu pourras te préparer pour le prochain. Non, non, bah moi, tant qu'à faire, j'en ai un pour Ah, du format vidéo.
et du format tactique, du coup, c'est Ilmatic, donc mathématiques, enfin math, MATT-du-bas, Ematic sur Twitter, qui a Ouais. publié une vidéo Sur sur Twitter, le... il l'a mis aussi, je crois. Ok, et qui a publié du coup ouais, cette vidéo sur le balai offensif de Fernandez, et du coup aller un petit peu découvrir pourquoi les Nets performent au final mieux que prévu cette saison dans la NBA. Et du coup, voilà, je recommande chaudement d'aller voir cette vidéo qui fait 17 minutes. Donc voilà, ça correspond un peu potentiellement au format que nous aussi on fait sur la chaîne. Et bah, du coup, c'est du contenu que nous, on adore faire et qu'on adore regarder. Du coup, Mm. on vous le recommande chaudement. Ouais. Ouais, c'est vrai que la vidéo sur les nets, elle est top. Elle Elle est est top top. et même c'est un compte à suivre parce que du coup, des traits tact... Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui fait du travail autour du contenu. Je sais pas si on peut appeler ça un travail, mais nous, enfin, c'est pas non plus... Nous, ce qu'on fait non plus, c'est pas du travail. Donc voilà, c'est plus du contenu, entre guillemets. On s'amuse à faire ça, et lui, du coup, s'amuse beaucoup, entre guillemets, en tout cas, j'espère qu'il s'amuse, mais il fait du contenu grave quali sur la tactique. Et non, mais c'est vrai, j'espère qu'il s'amuse, en vrai, j'en sais rien s'il s'amuse ou Oui, pas. oui, non, mais j'imagine, genre, enfin, bref. T'imagines le mec qui fait ça, Il genre, nous répond au podcast, il nous dit, les gars, je m'amuse pas du tout. je m'amuse pas, je le subis. Bon, en tout cas, j'espère qu'il s'amuse. Nous, en tout cas, on kiffe bien son contenu, donc on voulait, enfin, moi, en tout cas, je voulais mettre ça en avant, et puis voilà, et sinon il y a une vidéo qui a fait un buzz de fou sur internet cette semaine. Stephen Non, Castle, le nouveau lieutenant de Wembanyama, non. 12 millions de vues 12 en, millions? en Waouh. 4 jours. Ah, je connais pas, je vais la regarder. Je vais la regarder de ce pas. Je vais la regarder de ce Exactement, pas. donc à retrouver sur le Dreamcast Show, Dreamcast-du-bas show sur l'outil YouTube. Bizarre. Et plein d'autres vidéos super intéressantes. Donc voilà, je pense qu'on a perdu les 5 personnes qui étaient arrivées au bout de Ouais, désolé. Désolé, on peut conclure là-dessus. Yes. Bon, et bah du coup, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est moi qui dois le trouver, c'est ça? Bah, ouais, ça peut être à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. Toi, la semaine prochaine, t'es sur l'hebdo de Guillaume. Il y a déjà une vidéo qui vient de sortir sur la chaîne sur les Mavericks, si vous voulez regarder les nouveaux Mavericks. Et la semaine prochaine, on va peut-être parler d'un rookie français. Voilà, on va voir si je trouve le Hmm. temps de parler d'un rookie. Au final, ça serait la deuxième vidéo sur un rookie pour un mec qui suit pas la draft. C'est quand même pathétique. Mais Mais non, voilà, voilà. moi tu sais que je trouve ça passionnant. Vu qu'il y a plus personne, voilà, moi je trouve ça passionnant d'avoir un œil différent de ce qu'on a vu en NCA ou avant la Ouais. draft. Moi je Oui, trouve ça oui. super intéressant. Ouais, parce que du coup, je regarde ces joueurs en année 1 NBA, mais pour moi, ils ont pas de passif. Du Sans coup, biais, ouais, bah, oui, oui, potentiellement. En tout cas, j'ai potentiellement des billets, d'autres billets qui sont ce que j'attends d'un joueur bah NBA ton en vrai. salaire notamment. Mon salaire. Moi je te le donne en liquide, donc t'as des biais. Mais, mais du coup, c'est vrai que j'ai pas leur passif de, bah, tu vois, que ce soit à l'université ou s'ils ont joué à l'étranger, genre en Australie, tu vois. Vu que je les ai pas regardés jouer, je sais pas trop ce que ça a donné, donc j'ai pas d'a priori et je découvre plus le joueur bah, dans la ligue NBA et qu'est-ce que ça donne vraiment, quoi. Donc ouais, non, très très cool de ce retour-là et moi j'aime bien m'amuser du coup à découvrir ces joueurs, donc normalement il y aura une vidéo la semaine prochaine aussi. Voilà, voilà, donc merci de nous avoir écoutés si vous êtes encore là. Et Jusqu'au prenez soin bout. de vous. Bah Passez ouais, une prenez bonne soin de fin, vous. une fin de journée. Une fin de journée et à bientôt Azad sur le Dreamcast Show. Yes, à plus. Amen.